Donc, ce qu'on va aborder ce matin, je vais commencer par mettre un petit peu en contexte ce cycle de qualification et vous le présenter un peu plus en détail. Ensuite, l'idée, c'est d'avoir une séquence un petit peu pour vous libérer sur cet exercice d'observation territoriale en vous présentant un guide méthodologique qui peut voilà, sécuriser vos démarches quand vous allez les lancer et qui a été élaboré par nos collègues de la région Grand Est. On a la chance d'avoir un réseau qui est très impliqué évidemment dans l'accompagnement de la contractualisation et qui a réalisé de nombreuses choses pour accompagner les démarches de contractualisation. Et ce matin, on a fait le choix voilà, de vous présenter ce guide méthodologique qui, pour nous, voilà, est une sérieuse aide quand on hésite un petit peu à se lancer. Et donc, notre collègue Laetitia Rocher, qui est directrice de projet à l'ORIV étant le centre de ressources politiques de la ville, mais pas que, de la région Grand Est, va intervenir tout à l'heure pour vous le présenter. Et puis ensuite, on terminera cette séquence par la présentation de quelques sources d'informations qui sont accessibles facilement et j'ajouterais même aussi gratuitement et qui peut-être peuvent vous aider dans l'exercice de diagnostic territorial, même si évidemment, on est tous conscients que l'exercice de diagnostic territorial, ce n'est pas juste d'additionner un ensemble de données, on en a quand même besoin à un moment donné. Alors, juste 2 mots sur le centre de ressources. Il est porté par une association qui s'appelle l'ORS Créaille Normandie. Bon, certains d'entre vous le savent déjà. Et donc, c'est un centre de ressources qui couvre plusieurs volets thématiques, dont la politique de la ville, mais qui est aussi en action sur les questions de santé d'une manière générale, à la fois l'offre sanitaire, mais aussi l'offre médico-sociale, et qui travaille sur toutes les formes de vulnérabilité, qu'elles soient liées à une maladie, à l'avancée en âge, à une situation de handicap ou à une vulnérabilité sociale. On a en gros 3 volets de mission. La première, c'est de contribuer à l'animation des réseaux d'acteurs qui sont assez nombreux dans le champ de la politique de la ville, vu l'étendue des thématiques qui sont couvertes par cette politique publique, qui a aussi vocation à soutenir la montée en compétences de ces mêmes acteurs en leur proposant des temps à la fois d'information, mais ça peut aller jusqu'à des temps de formation pure et dure, j'allais dire, mais le plus souvent, ça prend des formes plus légères que la formation, avec des temps de sensibilisation, d'information ou de travail collectif. Et puis le troisième volet de nos activités concerne finalement une forme de veille territoriale qui va à la fois s'attacher à repérer les initiatives et les bonnes pratiques qu'on identifie sur les territoires et à les faire connaître, mais aussi qui vise à développer et à partager les connaissances dont on peut disposer sur les besoins des populations. Et ces 3 missions, nous les exerçons sur l'ensemble des thématiques que j'évoquais tout à l'heure, de la santé à la politique de la ville, en passant par tout le champ de l'action sociale et médico-sociale. Notre association appartient à 3 réseaux, mais pour ce qui nous concerne plus particulièrement ce matin, appartient surtout au réseau national des centres de ressources politiques de la ville. Et d'ailleurs, vous verrez que ce cycle de qualification est très marqué par cette appartenance au réseau national. Ce matin, nous accueillons Laetitia Rocher et sur les autres séquences, nous avons aussi des partenariats avec d'autres centres de ressources politiques de la ville pour venir nous. Alors voilà l'équipe qui travaille plus particulièrement sur la politique de la ville au sein de l'association. Donc, charité bien ordonnée. Donc moi, je suis Pascale Després, je suis la directrice de l'association, mais je suis plus particulièrement en charge justement des sujets politiques de la ville. Autour de moi, ils sont d'ailleurs tous les 3 présents ce matin, Julie, Simon, Gauthier Delahaye et Lucie Lechat, qui sont chargés de mission, notamment sur le champ de la politique de la ville. Vous voyez, avec des thématiques un peu particulières. Julie s'intéresse tout particulièrement aux questions d'éducation et de réussite éducative. Elle est aussi en charge de beaucoup d'éléments de la communication de l'association. Lucie travaille sur les questions de santé et d'égalité entre les femmes et les hommes en particulier. Gauthier est plus particulièrement branché sur la participation citoyenne, l'économie et l'emploi, et plus récemment sur les questions de transition. Et puis viennent aussi nous aider dans nos activités, elles ne sont pas présentes ce matin, Annabelle Lyon, qui est la directrice adjointe de l'association et qui est plus particulièrement en charge du pilotage d'un outil que je vais vous présenter ce matin, qui est l'Observatoire régional des quartiers, et Élodie Broudin, qui est
notre ressource technique et informatique qui nous est très précieuse, étant donné qu'on travaille de plus en plus sur des modes informatiques dématérialisés. Désolée, il y a un peu de lenteur dans le... Revenons juste un moment sur pourquoi on a mis en place ce cycle de qualification. On a eu un travail assez intense au niveau du réseau national des CRPV l'année dernière autour de l'accompagnement des démarches d'évaluation. Certains d'entre vous, d'ailleurs, en ont été les témoins directs. On a à la fois pu accompagner certains territoires, mais aussi fait des cycles de qualification autour de la démarche d'évaluation. Et globalement, ce qu'on a pu constater au niveau du réseau, c'est qu'on avait plutôt une faible appropriation des questions d'observation. Sur beaucoup de territoires, elles ont été complètement externalisées et confiées à des cabinets extérieurs ou à un service particulier de l'INSEE. Et le traitement du côté finalement comment le quartier a évolué sur cette période de contractualisation a souvent été un peu sommaire. Après, il faut aussi ajouter que le temps de mise en œuvre de l'évaluation a quand même été très, très, très contraint et que c'est sans doute la partie qui a de temps en temps un peu été, non pas sacrifiée, mais en tout cas pas forcément priorisée parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Excusez-moi, le diaporama est un peu foufou. Ah. Voilà. D'ailleurs, toute cette analyse de notre action en direction d'évaluation a fait l'objet d'une contribution nationale dont vous voyez le visuel à droite. C'est de cette partie-là, de ce document-là que je tire ce que je vous dis là aujourd'hui. C'est-à-dire alors, je ne sais pas si j'ai accès à son agenda. Sophie, je veux bien que vous coupiez votre micro. Merci. Alors après, ça, c'était le regard qui a été porté au niveau national. Si vous voulez effectivement en savoir un petit peu plus, je vous invite à consulter cette contribution. Pour ce qui est de notre analyse de la situation normande, si vous vous demandiez les uns et les autres qui pouvaient bien lire en dehors des acteurs de votre territoire vos rapports d'évaluation, il y a l'équipe du Centre de ressources politiques de la ville. On a lu l'intégralité des rapports d'évaluation de notre région et on en a quand même tiré un certain nombre d'enseignements. Je vais d'ailleurs vous les présenter un petit peu plus en détail dans les diapos suivantes. Mais clairement, la question à la fois du suivi et des démarches d'observation du territoire ont été pointées comme des attentes fortes dans la perspective de la future contractualisation. Je précise que le cycle de qualification et d'ailleurs tout ce qu'on fera autour de l'accompagnement à la prochaine contractualisation, ce sont des actions qui sont financées par la DRETS et le SGAR de Normandie dans le cadre de notre programmation annuelle, avec l'idée de vous apporter les bases, les références, de vous outiller d'une certaine manière pour faciliter la construction de ces diagnostics territoriaux les plus participatifs possibles, avec l'idée que c'est ce diagnostic qui sera, je dirais, une force d'engagement dans l'élaboration de la prochaine contractualisation politique de la ville. J'allais dire d'une manière générale, je me suis permise une petite diapositive de ce qu'il faut garder en tête, l'idée étant de vous dire, par rapport à un diagnostic territorial qui pourrait être participatif sur une autre thématique que le champ de la politique de la ville, peut-être avoir en tête l'objectif précis de cette politique, qui est une politique de cohésion urbaine et de solidarité envers les quartiers les plus défavorisés, qui a deux ambitions principales. La première, c'est de réduire les écarts de développement entre les quartiers les plus défavorisés et l'unité urbaine à laquelle ils appartiennent. C'est important parce que c'est de le repréciser, parce que ça vous donne une idée aussi de finalement avec quoi il faut comparer un certain nombre d'indicateurs, puisque l'idée est de réduire des écarts. Et puis, l'autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a l'idée d'améliorer d'une manière générale la condition de vie des habitants de ces quartiers. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi des choses qu'il faut regarder dans le temps, puisque l'idée de l'amélioration, c'est quand même qu'on regarde une situation à un moment donné et qu'on espère la voir évoluer au bout de quelques années. La situation des habitants, ce qui n'est pas forcément la situation globale observée sur le territoire. On reviendra là-dessus tout à l'heure. C'est une politique singulière qui vise finalement à agir à la fois sur un territoire et sur des habitants qui sont un peu précisés par une géographie prioritaire.
On part du principe que la méthodologie de construction de cette géographie prioritaire permet de cibler des habitants qui présentent un cumul important de difficultés et des territoires qui sont quand même dans des processus de ségrégation. C'est quand même ce qu'on observe sur le territoire normand comme sur l'ensemble du territoire national. Il y a un petit peut-être malentendu possible dans cette géographie prioritaire. C'est qu'à la fois, c'est une politique qui ne traite pas directement, qui ne s'attaque pas directement à la situation de pauvreté. Il y a une politique nationale de lutte contre la pauvreté, mais la politique de la ville, c'est autre chose, même si sa géographie prioritaire, elle est fondée sur ce critère de pauvreté. Donc, il faut faire attention quand on réalise ces diagnostics à bien se dire qu'on est sur une politique publique qui va aller chercher des dynamiques territoriales, chercher à améliorer un cadre de vie, une cohésion sociale et urbaine sur un territoire, et pas nécessairement lutter contre la pauvreté en direct. Donc voilà, le contrat de ville tel qu'il est construit aujourd'hui, il doit tenir compte des caractéristiques et des ressources du territoire, mais il ambitionne aussi de s'inscrire dans un territoire plus large et dans un projet de territoire plus large. Donc il faut prendre en compte l'environnement. Donc, ça suppose à la fois une lecture dynamique, c'est ce que je disais tout à l'heure, de regarder le territoire en évolution et de regarder plus précisément ceux qui y vivent et ceux qui y agissent. Alors, le cycle de qualification. On en est finalement à la deuxième séquence sur 4. Il y a eu une première séquence qui a été très orientée vers les techniciens des collectivités et des services de l'État, qui a pris la forme de webinaires départementaux. Donc, il y en a eu 5 qui se sont tenus les 2 et 3 mars dernier. L'idée étant d'avoir une lecture un peu territorialisée des grands enjeux qui étaient identifiés dans les évaluations 2022, dans la perspective de la contractualisation future qui démarrera en 2024. Et puis, ça a été aussi l'occasion de partager ce que l'on croit savoir en matière d'orientation nationale, en tout cas ce qui est un peu connu à ce stade, même si effectivement le cadre reste encore très largement à préciser. La deuxième séquence, du coup, c'est aujourd'hui, 24 mars matin. L'idée, c'est de revenir sur les principaux enjeux de cette démarche d'observation des territoires, en quoi finalement cette connaissance du territoire est un enjeu central quand on cherche à mettre en œuvre et à déployer une politique publique, et de revenir sur quelques outils auxquels vous pouvez avoir accès facilement. Et puis, il y aura une troisième séquence le 28 mars qui va être consacrée à l'innovation dans la mobilisation des données, et où on vous parlera notamment d'une initiative qui a été menée dans une autre région. Là aussi, on fait appel à la force du réseau, même dans 2 autres régions, puisque le centre de ressources qui interviendra, qui est Réseauville, intervient sur la Bretagne et les Pays de la Loire, et viendra vous parler du projet Data et Quartier. Et puis, on aura aussi une présentation du Data Lab normand, qui sont des espaces où effectivement on essaie de travailler peut-être des nouvelles données avec des nouvelles façons de faire qui peuvent peut-être compléter ce qu'on a l'habitude de faire dans les démarches d'observation plus classiques. Et puis le 4 avril, on aura une 4e séquence qui sera dédiée à la manière dont on peut faire participer les habitants à ces démarches d'observation. Et l'idée, c'est plutôt d'illustrer à la fois la diversité des manières de faire, parce qu'effectivement, faire participer les habitants, ça peut être sur différentes phases, ça peut être sur la phase de collecte, ça peut être sur la phase d'analyse, et il peut y avoir un ensemble de méthodes qui peuvent être très diverses. Et on va s'attacher le 4 avril à vous montrer la diversité des méthodes possibles utilisables. Alors, puisqu'on est à la séquence 2, je vais me permettre un tout petit regard et un petit partage de ce qui a pu être échangé lors de la séquence 1. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a un cadrage national qui est... Alors, puisqu'on est à la séquence 2, je vais me permettre un tout petit regard et un petit partage de ce qui a pu être échangé lors de la séquence 1. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a un cadrage national qui est quand même globalement en attente de confirmation, même si on a eu, disons, dans les médias, quelques éléments de langage de notre ministre, avec l'idée qui est confirmée par notre ministre qu'on reste dans la continuité, c'est-à-dire que la future contractualisation de la politique de la ville doit partir des réalités du territoire.
qui est peut-être un peu nouveau, c'est quand même de se dire que peut-être qu'il faut resserrer le travail en termes d'enjeux prioritaires pour éviter de se disperser sur une contractualisation qui, comme le dit l'expression, embrasserait trop large et peut-être étreindrait mal les objectifs du contrat. Le principe de co-construire avec les habitants est confirmé, même si les modalités précises ne sont pas comment dire, précisées. Et en même temps, c'est peut-être bien qu'elles ne le soient pas, puisque finalement, ça laisse aussi un peu le champ libre en termes d'initiative sur cet aspect-là. On sait qu'on aura un nouveau format de contrat qui sera plus articulé sur 3 piliers, qui étaient les 3 piliers précédents, la cohésion sociale, l'emploi et le développement économique, et le 3e était le cadre de vie. Là, on va passer sur 4 axes prioritaires dans le cadre de la future contractualisation, dans une relative continuité quand même, puisque le premier axe sera consacré à l'emploi. On y traitera la formation, l'insertion et les questions d'entrepreneuriat. Le deuxième axe est un petit peu nouveau, c'est l'axe transition au pluriel qui devrait évoquer la question des transitions numériques, des transitions écologiques, mais aussi des questions de santé. Le troisième axe est baptisé émancipation. Il traitera de la réussite éducative, du sport, de la culture et de la lutte contre les discriminations. Et le dernier axe, là aussi de le formuler comme ça à l'intérieur du contrat, c'est un peu nouveau, c'est l'axe sécurité, qui intégrera les questions de laïcité, de valeurs de la République et de citoyenneté. Donc il y a à la fois de la continuité, parce qu'on est quand même sur des enjeux qui globalement ont été mis en évidence dans les évaluations, mais une reformulation, je dirais, du système de rangement des objectifs de cette contractualisation. Donc ce qu'on a pu échanger, d'abord sur la question de finalement quel périmètre on observe ou quel périmètre on a observé sur cette précédente contractualisation. Le constat qu'on a fait collectivement, c'est que peut-être il y a des territoires qui n'ont pas été sous le feu des projecteurs, ou en tout cas de l'observation dans le cadre de cette contractualisation, et sur lesquels on s'interroge finalement en cette fin de contrat de ville, puisque c'est la dernière année des contrats de ville en cours. Ce sont les territoires qui devaient être en veille active et dont on s'aperçoit peut-être que la veille n'a pas été si active que ça. Il n'y a finalement pas eu tant de travaux et tant de données mises à disposition sur ces territoires-là. Donc, on peut s'interroger à la fin de ces contrats, de se dire est-ce qu'on a vraiment été en veille active ? Pas forcément, mais en tout cas, les territoires ont conscience que sur certains de ces territoires, il y a sans doute une dégradation de la situation, et même certains contrats l'ont même objectivé en étendant un petit peu le champ de l'observation au-delà des quartiers prioritaires de leur collectivité. Il y a aussi la question des territoires qui relèvent de l'éducation prioritaire, du zonage éducation prioritaire, mais qui ne seraient pas en quartier prioritaire. Et là aussi, il y a l'idée que quand même les territoires tels qu'ils ont été définis avec la méthode de 2014, c'est-à-dire les poches de pauvreté au sens où est-ce que le taux de pauvreté se concentre, ils ont toute leur légitimité, mais qu'effectivement, ils ne permettent pas d'identifier éventuellement des territoires qui sont en prise à d'autres formes de vulnérabilité, ne serait-ce que parce qu'il y a un critère aussi de densité de population qui a exclu certains territoires. Certains ont même cité aussi des territoires qui sont en déprise économique et qui du coup ne sont pas non plus dans le viseur de l'observation telle qu'elle a pu être menée dans le cadre des évaluations. D'une manière générale, il y a un intérêt confirmé pour les conseils citoyens, même si globalement, c'est difficile de dire que la dynamique a été la même sur tous les sites. Il y a vraiment des territoires où les conseils citoyens n'ont pas pris en tant que tels. Alors certes, il y a des questions à se poser sur la manière dont ils ont été construits, peut-être sur les moyens qui ont été mis au service de l'animation, mais là où ça a pu être mis en place et là où ça a pu fonctionner, il y a un constat quand même d'intérêt de cette dynamique des conseils citoyens en termes d'apport à la réflexion collective et en termes d'observation et de portage de la parole des habitants et de l'évolution du quartier. D'ailleurs, sur certains territoires, ils ont été mis à contribution des évaluations et il y a des initiatives intéressantes. Je fais un peu de teasing, ça fait aussi partie des choses qu'on partagera le 4 avril prochain.
des attentes fortes exprimées en matière de suivi des projets et des engagements, en particulier sur la question du droit commun, et puis sur les questions d'observation de la situation du quartier. Ce que j'évoquais finalement en introduction est bien ressorti des évaluations qui ont été conduites en 2022, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le besoin de se comparer à d'autres territoires, à la fois son aire urbaine d'appartenance, mais aussi certains territoires ont fait des comparaisons avec d'autres quartiers qui leur ressemblent, ou en tout cas qui semblaient leur ressembler, pour identifier des spécificités en fait des quartiers d'un quartier prioritaire par rapport aux autres quartiers prioritaires ou par rapport à la situation de leur aire urbaine englobante. L'idée étant ici que finalement, il n'y a aucun quartier qui se ressemble, tous les quartiers sont différents et que c'est important d'identifier ce qui constituerait la spécificité des quartiers. Mais aussi il y a beaucoup d'expressions de besoins en termes d'observation en dynamique, c'est-à-dire à la fois de réussir à observer la transformation du cadre urbain, mais aussi la transformation des populations et de leurs besoins, et aussi des logiques d'observation des flux, parce que les habitants, ils ne sont pas enfermés dans leur quartier, et il y a des flux entrant et sortant de ces quartiers, et à ne pas prendre en compte ces dynamiques d'entrée et de sortie, on pourrait avoir une idée que la situation n'évolue pas, voire qu'elle se dégrade. Or, on sait bien qu'en dynamique, la situation de certains habitants s'améliore, mais quand elle s'améliore, les habitants des QPV ont tendance à quitter les quartiers prioritaires. Et donc, cette idée d'observer les choses en flux est aussi